Dans cette vidéo, nous allons étudier un protocole applicatif que nous utilisons tous les jours. Ce protocole, c'est HTTP, le protocole du web. Si nous utilisons tellement HTTP, c'est bien sûr parce que nous faisons énormément de choses au travers d'un navigateur web, mais c'est aussi parce que beaucoup des applications mobiles, beaucoup des objets connectés que nous utilisons au quotidien s'appuient sur ce protocole de communication. Dans cette première vidéo, nous allons faire trois choses. Nous allons commencer par décrire les objectifs du protocole, expliquer à quoi il sert. Deuxièmement, nous allons regarder comment, au fil du temps, le protocole, la spécification du protocole a évolué et revenir sur quelques dates clés dans cette évolution. Finalement, nous allons utiliser trois manières différentes pour décrire HTTP, mais de manière plus générale pour décrire le web. Cet exercice va nous permettre de montrer qu'au fil du temps, les gens se sont appropriés la technologie et en ont fait des usages qui ont changé dans le temps. Pour expliquer à quoi sert HTTP, il est utile de revenir à l'origine. Au début des années 90, les concepteurs du web qui travaillaient au CERN avaient pour objectif de faciliter la collaboration et le partage d'informations entre scientifiques. Leur idée était de s'appuyer sur le concept d'hypertexte et de concevoir un système hypertexte distribué. Leur système allait permettre à différents groupes de scientifiques de mettre en œuvre des serveurs, chaque serveur gérant une collection de documents et mettant ces documents à disposition de la communauté. Les utilisateurs allaient profiter d'un logiciel client qui allait afficher le contenu des documents et allait s'adresser aux différents serveurs dans le système pour obtenir des copies des documents. Finalement, la notion de lien hypertexte allait permettre de créer des liens entre ces documents, pas uniquement au sein d'un même serveur, mais également entre des documents provenant ou hébergés par des serveurs différents. L'utilisateur allait donc pouvoir, de manière très simple, naturelle et transparente, commencer à lire un document, cliquer sur un lien et arriver dans un autre document fourni par un autre serveur. Pour pouvoir réaliser ce système, on avait donc besoin de deux choses. Premièrement, on avait besoin d'un moyen pour rédiger des documents hypertextes. Deuxièmement, on avait besoin d'un moyen pour transférer ces documents hypertextes d'un serveur vers le client. Ceci a donc donné naissance aux deux standards du web, HTML, qui est utilisé pour rédiger des documents hypertextes, et HTTP, qui est utilisé pour transférer ces documents d'un serveur vers le client. De manière simplifiée, on peut dire que le protocole HTTP spécifie les messages qui sont échangés par le client et le serveur au moment où l'utilisateur a cliqué sur un lien. Au moment où l'utilisateur clique sur un lien, le client va d'abord identifier quel est le serveur qui héberge le document cible. Il va ensuite ouvrir une connexion TCP avec ce serveur, lui envoyer une requête HTTP dans laquelle il va spécifier le document qui l'intéresse. Cette requête va être reçue par le serveur. Il va la traiter, ce qui dans les cas simples va vouloir dire aller dans son espace disque récupérer un document. Et finalement, le serveur va préparer une réponse HTTP. Dans cette réponse, il y aura le contenu des documents ainsi qu'un ensemble de métadonnées. Cette réponse HTTP va être renvoyée au client au travers du canal TCP. Le protocole HTTP a été conçu au début des années 90 et l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est assez différente de ce que les concepteurs avaient imaginé au départ. On imagine donc que depuis la création, on a vu des évolutions de la norme et que la spécification du protocole doit avoir changé. Si on regarde les différentes versions du protocole et qu'on regarde comment elles s'échelonnent dans le temps, on remarque des choses qui sont assez intéressantes. D'abord, on voit qu'au début, on a trois versions du protocole qui sont publiées relativement rapidement.
une version 0.9, une version 1.0 et une version 1.1. Puis il y a une longue période d'à peu près 15 ans où on continue à utiliser la version 1.1 du protocole. On verra dans d'autres vidéos que, parallèlement à cette norme, on a différentes normes qui sont apparues et qui traitent d'aspects périphériques à la norme HTTP. Mais le cœur du protocole, pendant très longtemps, n'a pas été modifié. Plus récemment, on voit qu'on a un standard HTTP 2.0 qui a été publié, puis un standard 3.0 qui est apparu. Ces deux standards sont en train d'être déployés, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore des sites qui n'utilisent que la version 1.1 du protocole, mais HTTP 2.0 est en train d'être massivement adopté à l'échelle du web. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment le travail sur HTTP 2.0 et HTTP 3.0 a été initié, et ensuite comment ces deux révisions de la norme ont été adoptées. Dans ce contexte, on a un acteur majeur qui est Google, qui est dans une position unique. Google a une présence énorme tant du côté client que du côté serveur. Du côté client, Google Chrome est un des navigateurs les plus utilisés. Du côté serveur, avec le moteur de recherche, mais également avec des sites comme YouTube, avec des applications comme Gmail ou Google Docs, Google a énormément de trafic, a énormément de propriétés Internet. Dans certains cas, Google se retrouve donc dans une position où il contrôle toute la chaîne. L'utilisateur utilise un logiciel Google pour interagir avec des services HTTP Google. À ce moment-là, ça veut dire que Google a la possibilité soit de continuer à utiliser le protocole HTTP, par exemple en version 1.1, pour contrôler les échanges entre le navigateur et le serveur HTTP, mais Google a aussi la possibilité d'utiliser une variation du protocole ou un protocole de transfert complètement différent pour gérer les interactions entre ces deux entités. Ça a donc donné la possibilité à Google de travailler sur des nouvelles versions du protocole, sur des nouvelles manières de gérer les interactions entre le client et le serveur pour ces cas particuliers. Et c'est pour cette raison que Google a été un acteur majeur dans l'évolution du protocole HTTP. Dans un premier temps, l'entreprise a développé ces nouvelles versions et en a profité en interne pour que l'accès à ces services web soit de meilleure qualité quand ils étaient accédés par Google Chrome. Mais Google a aussi partagé la spécification de ces protocoles avec la communauté, et c'est ce qui a initié le travail sur les versions les plus récentes de HTTP. Une autre chose que nous devons mentionner dans cette première vidéo, c'est que au départ, nous allons beaucoup travailler avec ce qui est défini dans la norme HTTP 1.1 et nous allons nous concentrer sur la syntaxe des messages de base, la requête qui est envoyée du client vers le serveur et la réponse qui est envoyée du serveur vers le client. La syntaxe de ces messages n'a pas vraiment changé entre la version 1.1, la version 2 et la version 3. Un des gros avantages de la version 1.1, c'est qu'on est en présence d'un protocole texte et il est donc très facile de faire des expériences, de faire des manipulations, d'interagir directement avec un serveur. On utilise un logiciel comme Netcat, on va pouvoir établir une connexion avec le serveur et lui parler en HTTP. Donc quand on est dans une démarche d'apprentissage et de découverte du protocole, c'est quelque chose qui est très pratique. Dans les versions 2.0 et 3.0, on a changé la manière de faire les choses. On passe d'un protocole texte à un protocole binaire. Et avec la version 3, on va plus loin puisqu'on passe d'un protocole qui utilise TCP comme protocole de transport à UDP comme protocole de transport. Et si ça améliore les performances, si ça améliore aussi certains aspects de sécurité, ça rend l'expérimentation plus compliquée.
C'est la raison pour laquelle, dans cette série de vidéos, pendant très longtemps, on va vraiment utiliser des exemples, on va faire des expériences en utilisant la version 1.1 du protocole. Il y a différentes manières de décrire le web. Dans cette vidéo, nous allons en proposer 3. La première manière de décrire le web, c'est de dire que c'est une bibliothèque de documents globale. Ça correspond bien à l'idée que les concepteurs du web avaient initialement. Nous développons un système hypertexte qui va permettre de créer des documents HTML qui sont stockés dans des fichiers. Nous créerons du contenu statique et finalement, quand un client s'adresse à un serveur, le serveur va récupérer un document dans un système de fichiers, va le sérialiser, le renvoyer au client. On est en présence de contenu statique. Une deuxième manière de décrire le web, c'est de dire que c'est une plateforme de développement applicatif. Dans ce cas-là, HTTP n'est plus utilisé uniquement pour transférer du contenu statique. HTTP va plus généralement permettre à un client d'envoyer une requête, de poser une question à un serveur. Ce serveur va recevoir la requête, faire un traitement et renvoyer une réponse. Donc dans ce cas de figure, dans certains cas, le serveur va faire un calcul ou va récupérer des données dans une base de données, faire une transformation sur ces données et renvoyer une réponse au client. On peut par exemple imaginer une horloge Internet. Chaque fois qu'on va envoyer une requête à cette horloge Internet, on va recevoir du contenu HTML qui sera différent à chaque fois puisqu'il contiendra l'heure courante. Finalement, une troisième manière de décrire le web, c'est de dire que c'est un espace au sein duquel se déroule de l'activité humaine. Quand on y pense, on interagit aujourd'hui avec des applications web pour réaliser toutes sortes d'activités et pour interagir avec d'autres personnes. Les requêtes HTTP qui sont envoyées au moment où on interagit avec ces applications web sont donc la matérialisation d'activités humaines. C'est un sujet vraiment passionnant que celui d'analyser la trace de ces activités pour en déduire et pour modéliser l'activité des personnes. Dans cette vidéo, nous avons fait une première présentation du protocole HTTP. Nous allons voir dans les prochaines vidéos les détails du protocole avec notamment la syntaxe détaillée des messages qui sont envoyés des clients au serveur et des serveurs aux clients.